Sur le continent de l'Atlantide, la distribution de l'énergie vers les différents secteurs de la société atlante n'avait rien à voir avec notre système de distribution électrique. Aujourd'hui, ce sont des centrales hydrauliques, barrages ou nucléaires qui fournissent l'énergie qui alimente toutes nos villes en électricité. Du temps de l'Atlantide, l'énergie de ces centrales gravitait autour d'un mystérieux cristal installé dans un bâtiment ovale sur lequel était construit un dôme. Ce dôme pouvait être ouvert vers l'arrière, de manière à exposer le cristal à la lumière du soleil, et cet apport lumineux permettait entre autres de recharger le cristal en énergie dite vitale. Le grand cristal lui-même était énorme, cylindrique avec un angle prismatique à 6 côtés. Sur ce cristal se trouvait une pierre angulaire mobile, utilisée pour concentrer les rayons entrants de l'énergie. Le cristal recueillait l'énergie et concentrait toutes ces énergies en un point spécifique situé entre le dessus du cristal et le fond de la pierre angulaire. Celle-ci également émettait un faisceau invisible d'énergie qui était envoyé vers diverses parties de la campagne atlante. Et à travers toute l'Atlantide, des cristaux de champs énergétiques appelés capteurs étaient triangulés et connectés par l'intermédiaire d'un pilier en alliage d'or et de cuivre situé sous le dôme sphérique qui pouvait être orienté pour recevoir des vagues d'énergie. Bien entendu, le dôme sphérique, c'était la fameuse centrale d'énergie. C'était le système utilisé pour alimenter en énergie les logements, les usines, les centres médicaux, les écoles et les entreprises. Le système de capteurs alimentait chaque structure par l'intermédiaire d'unités de cristaux réceptrices de différentes tailles. Ce n'était pas de l'électricité qui était utilisée, mais des faisceaux d'énergie amplifiés qui étaient captés par des cristaux plus petits installés dans les maisons. Maintenant, parlons des navires atlantes qui naviguaient sur les eaux. Il y a 13 000 ans, le médium américain Edgar Cayce nous disait que des vaisseaux gigantesques filaient à la surface des océans à des vitesses dépassant les 180 nœuds, soit environ plus de 350 km/h. Même avec la technologie actuelle, nous ne pourrions pas atteindre ce genre de vitesse. Et je pense que les navires atlantes allaient beaucoup plus vite que cela en réalité. Dans l'air comme dans l'eau, c'est le frottement qui ralentit en général. Les atlantes auraient trouvé un moyen ingénieux d'éviter le frottement avec l'eau. Leurs coques, du moins les coques métalliques de leur navire, créaient un vide entre la coque et l'eau. Ce vide supprimait tout frottement et permettait des vitesses aujourd'hui inaccessibles. D'une longueur approchant celle de nos pétroliers géants, soit plus de 150 mètres. Ces paquebots à supercavitation servaient à la fois au transport de passagers et de marchandises. Ils furent utilisés pour l'exode des populations atlantes depuis l'Amérique du Sud jusqu'à l'Europe et l'Égypte aux alentours de moins 12 500 ans avant J.C. Jésus-Christ. Ensuite, les ingénieurs atlantes les firent démonter pour les transformer en bateaux plus petits. Les atlantes utilisaient certaines propriétés des métaux que nous n'avons pas approfondies. Pour propulser leurs navires, les atlantes avaient des moteurs soniques mus par répulsion polymétallique. Vous allez me dire comment fonctionne ce type de moteur. Sur le principe de l'hydrophilie et l'hydrophobie. Certains métaux attirent ou repoussent certains liquides. Le moteur des bateaux atlantes se composait d'une boule polymétallique avec des tranches de plusieurs métaux comme l'or, le plomb et le cuivre, et le tout était plongé dans un bain de mercure. Ces tranches étaient réparties symétriquement dans la boule selon les courbes des couleurs que vous trouvez dans les billes des colliers aujourd'hui. Le démarreur de ce moteur était un son particulier qui avait la vertu de mettre en vibration la boule polymétallique. Elle se mettait alors à tourner de plus en plus vite, transmettant ce mouvement en différentes machines. À notre civilisation, n'ignore pas les propriétés particulières de certains des métaux utilisés par les Atlantes. Par exemple, l'imprimerie offset utilise l'hydrophilie et l'hydrophobie de métaux différents pour positionner l'encre sur la surface du cylindre d'impression. Mais nos inventeurs n'ont pas cherché d'autres applications à cette découverte. Au début du siècle, vous avez un ingénieur anglo-saxon du nom de John Kelly aurait mis au point un moteur proche de la mécanique atlante. Il lui aurait donné le nom de moteur sonique à cause de son démarreur sonneur. Il s'était livré à plusieurs démonstrations concluantes en présence de témoins scientifiques. Et ces derniers avaient pu constater que ce curieux moteur ne requiert aucune énergie pour fonctionner. Vous allez me poser la question, pourquoi ce John Kelly, au début du siècle, aurait-il mis au point une technologie vieille de plusieurs milliers d'années? Comme nous l'expliquait le médium américain Edgar Cayce, nos âmes auraient vécu plusieurs vies. C'est ce que les hindouistes appellent la réincarnation. Eh bien, l'âme de ce John Kelly aurait vécu à l'ère de l'Atlantide. C'était un technicien qui était chargé de la construction de ces moteurs
Polymétal à Atlante. Les plans et principes de fonctionnement de ce moteur étaient en fait enregistrés dans son subconscient. Il n'avait juste qu'à se concentrer pour remettre sur la table les plans de ce moteur. Pour ce qui est de l'histoire de l'Atlantide, précisons qu'avant la destruction finale du continent légendaire, les sages de l'Atlantide seraient parvenus à s'échapper avant la destruction de l'île. Ils se seraient alors réfugiés en Égypte, dans la péninsule du Yucatan au Mexique, où ils auraient sauvegardé leurs connaissances spirituelles et technologiques. Et comme je l'ai souvent dit dans certaines de mes vidéos, des salles des archives Atlantes, pour reprendre l'expression du célèbre médium américain Edgar Cayce, seraient donc encore aujourd'hui enfouies quelque part dans ces lieux. Et les spécialistes évoquent tout particulièrement des pièces secrètes subtilement dissimulées sous le complexe de Gizeh en Égypte. Et plusieurs grands prêtres égyptiens de l'époque antique auraient donc été en fait des descendants d'Atlante ayant adopté une nouvelle apparence. Et je peux même préciser que Moïse a probablement été confronté à ce genre de prêtre qui détenait les secrets d'une technologie qui était cachée aux Égyptiens de l'époque. Comme vous le voyez, là je vous ai fait voir l'image de Dinotopia. C'est une série, du moins c'est un volet de 3 téléfilms qui vous parle. Je vais vous raconter l'histoire. Ça se passait le 10 novembre 1862. Arthur Denison et son fils Will, passager du Venturera, sont victimes d'une tempête qui coule leur bateau en plein milieu de l'océan. Seul rescapé, ils se retrouvent échoués sur la plage d'une île inconnue. Et remarquant des traces de vie étranges, traces de pas surdimensionnées, les Denison s'enfoncent dans la jungle et ne tardent pas à rencontrer la réponse à leurs interrogations. L'île était peuplée en fait de dinosaures. Ils étaient sur Dinotopia. C'est bon, c'est diminutif de dinosaures et utopie. Une île séparée du reste du monde où les dinosaures ont survécu et où ils font partie de la société et de la vie quotidienne des humains. Dans cette société multiraciale et pacifique, les dinosaures sont utilisés comme force de travail à la manière dont étaient utilisés les chevaux dans la réalité. À la différence qu'ils sont traités avec beaucoup plus de respect à l'égal des humains. Dans le film, on évoque surtout la présence d'un cristal installé dans une tour qui empêcherait les animaux de devenir dangereux. C'était un sorte de dôme qui protégeait les villes de la dangerosité de certains animaux. Pour ceux qui ont l'occasion de voir Dinotopia, c'est un peu... on a essayé de vous présenter un aspect de ce qu'était la vie en Atlantide. Puis là, vous voyez souvent ce que vous voyez, on voit souvent cette créature dans certains films de science-fiction. Posez-vous cette question, selon vous, cette créature existerait-elle sur notre planète? Ce serait amusant de le savoir. Je pense personnellement que ce genre de créature existerait, mais pas ici.